Le monde bouge vite et même très vite, avec une géopolitique qui n'est pas justement à confondre avec celle qu'on a vécue à l'époque durant la guerre froide. Nous allons voir aujourd'hui la situation avec la Russie quand sa force diplomatique et militaire va au-delà de la sphère traditionnelle. Sa sphère traditionnelle est aujourd'hui au Moyen-Orient. Vladimir Poutine, le président russe, s'érige en nouveau maître. Deux invités pour aborder cette actualité. Nous tenterons également de parler des problèmes qui sont les nôtres, la vision congolaise face à toute cette transformation, à toutes ces mutations. Professeur Kindundu est avec nous sur ce plateau, expert en relations internationales. Bienvenue. Et Guillaume Mandiolo, analyste politique. Il est politique d'abord, mais scientifique. Plus, c'est en cette qualité qu'il est avec nous sur ce plateau. Guillaume Mandiolo, bienvenue. Merci, monsieur Fabien. Ah voilà, nous commençons par vous, professeur Kindundu. La force diplomatique de la Russie et la force militaire, beaucoup plus agissante maintenant. Poutine garde la main sur le levier militaire. Avec Lavrov, justement au ministère des Affaires étrangères, qui est un fin diplomate. Et du coup, la Russie séduit et en Amérique, et au Moyen-Orient, et en Europe. L'Afrique, n'en parlons pas, la Russie n'est pas aveugle. Elle est en train de voir que l'Afrique a beaucoup de débouchés, comme la Chine est déjà sur place. Oui, on peut dire que la Russie, aujourd'hui, prend la place de grande puissance qu'elle a toujours voulu avoir. Le président Poutine s'est inscrit dans une perspective historique de grandeur, celle qui a existé du temps de l'URSS et qu'il a voulu refaire après cette étape d'effondrement et de crise que l'URSS a connue. Et comme grande puissance, bien sûr, elle a besoin de sécuriser ses sources d'approvisionnement, d'accéder aux ressources qui lui permettent de suppléer à celles qu'elle a déjà pour le fonctionnement de son économie. Elle a besoin d'imposer sa présence dans les instances internationales avec les soutiens qui conviennent. Et elle a si bien agi qu'aujourd'hui, on peut constater que certains acteurs qui étaient traditionnellement orientés vers l'Occident sont obligés de faire le constat et d'agir vers la Russie qui, comme on le voit actuellement, est en train de structurer et de construire avec la Chine et les pays de l'ancien bloc soviétique un axe économique majeur avec la construction de l'Eurasie qui lui a permis d'ailleurs de suppléer aux sanctions, de surmonter les sanctions qui lui ont été imposées hypocritement par l'Occident. Donc oui, cette place importante, elle l'occupe aujourd'hui. C'est ce qui lui permet de se déployer bien au-delà de ces zones traditionnelles. On l'a vu en Syrie, on le voit autour d'elle pour sécuriser sa zone économique. Donc c'est, je crois, oui, on peut le reconnaître ainsi. Tout le monde semble être séduit par l'approche Poutine aujourd'hui au Kremlin. Guillaume Mandiolo, est-ce que ce n'est pas les signaux que renvoie la maison corrompue aujourd'hui, c'est pas ça qui positionne Poutine comme un dirigeant stratège aujourd'hui dans le monde? Non, pas forcément. C'était un paramètre, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'improvisation dans la gestion d'un État comme la Russie. On n'improvise pas. On prépare plusieurs options parce qu'il y a des laboratoires d'intelligence qui construisent, qui pensent, qui structurent et qui font une projection par rapport aux situations qui peuvent survenir. Et en ce moment-là, on lève une option ou une autre. C'est ça le principe. Il n'y a pas d'improvisation. Alors, partant de là, il y a quelques notions qu'il faut revoir aujourd'hui. Il y a ce qu'on a appelé le centre et la périphérie. Les professeurs ont parlé des grandes puissances. Hein, et il y avait les centres et la périphérie. Alors, la Russie était à la lisière entre le centre et la périphérie, tout en étant
membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité, donc proche du centre, quasiment au niveau du centre, mais sur le plan économique étant à la périphérie. Et simplement, il fallait profiter des options, des facilités ou éventuellement de sa position en tant que puissance militaire pour se positionner utilement dans l'avenir. Alors, il fallait jouer avec ces leviers, plusieurs leviers. Bon, donc la notion du centre et de la périphérie ayant été explosée, il faut se référer maintenant à ce qu'Huntington nous apprend dans les chocs des civilisations, quelles sont les possibilités qui se mettent en place lorsqu'il y a tous ces chocs-là entre civilisation islamique, entre parenthèses, qui est en train de pouvoir monter utilement, et la civilisation judéo-chrétienne. Bon, quelle est la place des pays comme la Russie, notamment? Alors, dans ces notions-là, des chocs des civilisations, on retrouve les puissances régionales et les pays phares. Alors, si maintenant on doit toucher, puisque les cas qui nous concernent aujourd'hui, c'est notamment la situation de la Russie, plutôt de la Syrie, et l'implication directe de la Russie au niveau de la Syrie, et l'objectif atteint par la Russie, notamment à maintenir Bachar el-Assad aux affaires, à les maintenir au pouvoir, alors que le monde entier, le monde occidental était contre, lui il l'a fait. Il l'a fait sur les fondements de ce qu'on appelle la stratégie du piéton imprudent. Ce sont des stratégies militaires qui consistent en ceci. Vous allez les premiers sur les terrains des opérations, ayant été dans la guerre froide face à l'Occident, dont l'Occident ne voudra pas vous attaquer sur les terrains en ce moment-là, parce que vous êtes les premiers à pouvoir y arriver. Et vous agissez assez rapidement avec un objectif précis. Et l'objectif précis, c'était de protéger Bachar. Deuxième élément, donc pour lui, tout ce qui est contre Bachar est contre lui, donc il faut l'attaquer. La protection des Bachar n'est pas gratis. Poutine est un fin stratège. Il sait évidemment que l'Union européenne, si justement elle commence à dépendre du gaz et du pétrole de la Syrie, eh bien, Poutine aura des difficultés. Oui, mais c'est ça en fait. Ça reste une arme stratégique pour le Kremlin. Il n'y a qu'à voir la rencontre qu'il a eue dernièrement avec l'invitation, ou la convocation, puisqu'on appelle ça convocation des Bachar en Russie. Il les convoque pour lui dire, nous avons, voilà les gens, les généraux qui ont gagné à la guerre chez vous. Maintenant, voilà ce que vous devez faire. L'histoire d'Afghanistan est restée dans les têtes des Russes. Et cette faillite-là, qui aujourd'hui est aussi accompagnée de la faillite au niveau de l'Ukraine, parce que les succès de la Crimée étaient très très bien, mais en même temps, il y a aussi une faillite au niveau de l'Ukraine qu'il fallait rattraper. Il a des problèmes internes qui peuvent être résolus notamment avec les succès extérieurs. Donc il fallait marquer qu'effectivement, la situation qui est survenue en Afghanistan, il ne peut plus survenir de nouveau. La récente situation au niveau de l'Ukraine ne peut pas survenir non plus. La Crimée doit rester l'option idéale et la Syrie devient l'option qui vous permet de pouvoir avoir toute la lumière, l'auréole internationale de la puissance russe. Il l'a démontré. Et les bénéfices directs, on parlait du centre et de la périphérie. Et par conséquent, lorsque les profs parlent de cette région asiatique autour à la fois de la Chine, qui est en train de préparer un pôle différent économique et tout ça, mais il faut qu'il soit accompagné aussi avec la puissance militaire pour faire peur aux autres. Et par conséquent, la Russie se présente comme étant l'outil, les bras armés de ces périmètres-là, sans avoir peur de quoi que ce soit. Si aujourd'hui, on a une faillite de l'État islamique, c'est notamment grâce à la Russie. Parce que la Russie n'a pas fait d'état d'âme entre les petits rebelles qu'on composait par les Européens et les Américains en train de saupoudrer ici et là, et l'État islamique. Il a frappé dans le tas. Que ce soit les rebelles qui étaient contre Assad, il les a attaqués, que ce soit l'État islamique. Donc, il a été, on peut dire même que la prise des Alep, c'est Poutine qui est à la base de ça. Donc, c'est Poutine qui récupère les pays, qui les rend, qui les donne entre les mains de Bachar. Et à ces conditions-là, les pays au jour d'aujourd'hui lui appartiennent quasiment. Et l'option de Poutine de maintenir Bachar aux affaires semble prendre le dessus sur l'initiative des Occidentaux à Genève. Professeur Kindundu, est-ce que c'est votre regard, votre lecture des événements? La crise syrienne doit être placée dans le grand contexte du Proche et Moyen-Orient, qui, comme on l'a vu avec les printemps arabes et toutes les révolutions qu'il y a au Yémen et un peu partout,
qui sont tout sauf des faits du hasard. C'est une programmation pour défragmenter toutes ces institutions de manière à permettre à l'Occident d'avoir la main mise sur ses ressources qu'elle exploite. Et donc, la Syrie était un maillon de ce processus qui menaçait donc directement les intérêts de la Russie, qui, comme vous le savez, la Syrie est un allié traditionnel de la Russie, et il y a une base russe en Syrie. Il était donc logique qu'en tant que puissance, en tant que voulant maintenir sa présence en Syrie, que Poutine s'investisse globalement dans cette affaire jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau que nous avons à ce moment. Pour devenir également un interlocuteur à pied égal avec les autres. Parce que, comme vous le savez, la force n'écoute que la force. Donc, il était donc important pour Poutine de s'affirmer de manière à ce que, sur la table des négociations, il négocie de manière égale avec les Occidentaux. C'est ce qui a été fait. Donc, de ce point de vue, comme l'a dit l'honorable, c'est une réussite. C'est une réussite qui affirme également son rôle de grande puissance, qui avait été pendant un certain temps mis en doute. Lorsque le démantèlement de l'URSS survient, il y a beaucoup de chants qui ont été faits dans le monde occidental en disant, voilà, maintenant le monde nous appartient. Mais on se rend compte que non, le monde ne nous appartient pas. Il y a d'autres pôles qui émergent et il y a cette puissance. Ça répond aux besoins de la Russie de sécuriser ses approvisionnements en énergie, de sécuriser toute la zone de passage des bateaux qui traversent la Méditerranée, la mer Noire et la Baltique, enfin, cette zone. Ça répond à un besoin de grande puissance qu'est devenue aujourd'hui et qui restera un peu pour longtemps la Russie. Alors, à son niveau, ici, il y a l'autre machine très puissante, c'est la diplomatie avec Lavrov, un rompu en cette matière. Poutine ménage la chèvre et le chou jusqu'à commencer à obliger, certains partenaires importants de l'Occident, comme l'Arabie Saoudite, à commencer à toquer à la porte du Kremlin. Guillaume Mangiolo, quelle est votre analyse personnelle? Vous savez qu'au Moyen-Orient, il y a une guerre qui est devenue ouverte. De l'autre côté, on a donc la Syrie avec la Russie derrière. Il y a également l'Iran, hein, qui est également un des alliés, on peut dire, des protégés du Kremlin. Mais de l'autre côté, il y a l'Arabie Saoudite, il y a Israël, il y a l'Égypte, et voilà. Et il y a une crise libanaise maintenant, et Poutine semble s'ériger en nouveau maître au Moyen-Orient. Votre analyse. Mais regardez au fait la situation particulière, et c'est là où votre question était utile, la précédente par rapport à la situation, l'arrivée de Trump, qui n'a pas une connaissance parfaite en matière de politique internationale et par conséquent qui agit par sentiment et par réflexe. Alors, les Saoudiens se rendent compte qu'effectivement, vis-à-vis du nouveau locataire de la Maison-Blanche, il n'est pas évident de comprendre comment ça fonctionne. Alors, la réelle politique étant ce qu'elle est, s'adresser à la Russie est beaucoup plus intéressant, dans la mesure d'ailleurs que les désengagements américains au Moyen-Orient, notamment en personnel militaire sur les sols, posent un problème pour un pays comme l'Arabie Saoudite qui se trouve être face à l'Iran et qui peut déclencher à tout moment des hostilités parce qu'ils sont déjà en confrontation au niveau du Yémen. Voyez-vous? Et l'Arabie Saoudite fait aussi notre intelligence. Pour l'instant, elle a aussi un rapprochement avec Israël. Donc, les cartes sont redistribuées, mais dans tout ça, vous retrouvez la Russie comme étant le point de passage ou l'obligation à regarder ses propres intérêts. Et ce qui fait que la Russie commence y compris à écrire l'ordre du jour de toutes les négociations qui doivent se passer à Genève, aussi bien en ce qui concerne la Syrie, d'abord la Syrie, aussi bien ce qui concerne l'Iran, aussi bien ce qui va concerner le Liban. Très bientôt, vous verrez très bien que lorsque l'histoire avec Hariri, où à un moment donné, il a démissionné, soi-disant c'est une fausse démission, parce qu'il fallait faire pression sur l'Arabie Saoudite, et qui elle-même estime que bon, il doit regarder du côté de l'Iran, qui est en train de mettre la pression. Mais derrière tout ça, il y a une confection très intelligente
de la Russie pour pouvoir s'imposer maintenant, parce que la désaffection des Américains dans la zone, les retraits presque total au niveau de l'Afghanistan, la difficulté de gérer ce qu'ils ont créé, les monstres créés par eux en ce qui concerne l'Irak avec l'État islamique, fait que la Russie se trouve dans une très bonne position. Elle n'a pas participé à tout ça. Une position apparemment encouragée par l'arrivée des néophytes au département d'État. C'est ce que j'ai dit. Également à la Maison-Blanche. Effectivement. Avec un homme d'affaires qui semble pratiquement dépaysé face à un animal politique qui est Vladimir Poutine. Exactement, parce que toute l'intelligentsia américaine, notamment au département d'État, déplore l'arrivée de ces messieurs parce qu'il ne sait pas comment fonctionne la planète. Ce n'est même pas son problème. Lui, son problème est interne. Mais en même temps, il oublie une chose, c'est que en se concentrant sur les activités internes, home business, il oublie que les États-Unis ne peuvent fonctionner réellement qu'avec son bras séculier à travers le monde et tout ça. Il a oublié ça. Il est complètement ailleurs. Il pensait par exemple qu'il suffisait de pouvoir crier très fort pour que la Corée du Nord se taise. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, tous ces éléments-là, l'un dans l'autre, montrent effectivement, si vous avez des faiblesses au niveau de la compréhension de la diplomatie, et un État aussi important que les États-Unis, avec des retraits tous azimuts dans l'espace Moyen-Orient et Proche-Orient, ça pose un problème en termes de crédibilité. Et en même temps, les pays comme la Russie, qui n'attendaient que ça pour déployer toutes ces stratégies, est très à l'aise. Il ne se passe plus rien à Genève. Il n'y a plus un ordre du jour des discussions du Moyen-Orient et Proche-Orient sans pour autant que la Russie puisse y mettre sa main. Et d'ailleurs, on pense même que très souvent, c'est la Russie qui écrit l'ordre du jour de toutes ces rencontres-là. Voyez-vous, les rapprochements Russie-Arabie Saoudite, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas d'hypocrisie là? Mais non. Il y a dans ces rapports, quand on sait réellement que l'Arabie Saoudite, c'est un partenaire inconditionnel des États-Unis. Ça s'appelle la réelle politique. Les États-Unis d'Amérique sont en train de se désengager militairement dans cette zone-là. Ils ont perdu énormément d'argent et du personnel, même s'ils ont gagné parallèlement à travers la ponction du pétrole, aussi bien au niveau de l'Irak, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, qui continue à pouvoir avoir des relations avec eux, mais sur le plan, la Russie s'est imposée en tant que telle. Quand elle dit une chose, elle frappe directement. Regardez l'engagement au niveau de la Syrie. La Russie envoie plus ou moins 50 à 70 avions, 4 000 à 5 000 hommes. La France, qui s'est dit une puissance qui vient faire un peu les opérations des Star Systems ici en Afrique et tout ça, a à peine une quinzaine d'avions. Donc c'est une force rudimentaire qui n'existait même pas. Et lorsque la Russie sort pour frapper, les Français, tout ça, tout le monde reste au sol, ils ne bougent pas. Parce que la Russie est en train de parler en ce moment-là. Et la Russie ne fait pas d'état d'âme. Frappe aussi bien les rebelles que l'État islamique. Ici, les Français vous disent, nous devons coopérer avec X, Y, et tout ça. Quand la Russie fait 33 sorties de ses avions dans une journée, la France en fait 6. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ce qui fait qu'un pays de cette hauteur-là, de cette taille-là, arrive au Conseil de sécurité à Genève pour les discussions, on l'écoute d'abord. Parce qu'il a les capacités de modifier la configuration de cet espace-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour l'instant. Et je clôture là-dessus, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Iran, il y a la Turquie, qui sont tous alignés aujourd'hui derrière la Russie de Poutine. Alors, Poutine, au-delà de la sphère traditionnelle, on a cité quelques pays, dont la Turquie, mais l'homme du Kremlin est en train, il est très écouté, et également en Asie, avec aujourd'hui, et puis même en Amérique du Sud, peut-on parler déjà d'une nouvelle configuration de la politique au monde? Je vais revenir, mais sur la question, parce que j'avais évoqué l'Arabie Saoudite et le Liban. Dans la compréhension du problème au Proche et Moyen-Orient, la question religieuse est très importante. Et le président Poutine travaille sur ça également. Vous avez parlé du rapprochement entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Elle n'est pas anodine. L'Arabie Saoudite, qui est, comme vous le savez, en grand conflit avec l'Iran, Iran qui interfère sur la politique libanaise à travers le Hezbollah, donc qui gêne un peu le bon fonctionnement ou la bonne déclinaison Hezbollah, des intérêts
le Hezbollah qui est l'ennemi russe, l'ennemi d'Israël également. Voilà. Alors, il est apparu dans la gestion de la crise syrienne des divergences entre la Russie et l'Iran, qui est aussi un allié traditionnel de la Russie. L'Iran qui est un allié traditionnel de la Russie. C'est profitant de ces divergences-là que l'Arabie saoudite a mis le paquet pour essayer de nouer des rapports nouveaux avec la Russie et pourquoi pas de la mener dans son camp. Parce qu'il y a toujours ce problème chiite et sunnite qu'il faut prendre en compte dans la gestion de la crise, de la politique, de la géopolitique de cette région. Et là, Poutine joue vraiment en un rompu. Il ménage bien les deux camps, les deux tendances. C'est un grand stratège. Et pour confirmer sa stratégie, lorsque l'Occident lui a imposé des sanctions hypocrites d'ailleurs, parce qu'elle ne touche pas le gaz, qui, comme on le sait, la Russie fournit à peu près 40% du gaz utilisé en Occident. La Russie n'a pas eu d'autre choix que de se tourner vers la Chine et les autres pays de la zone eurasiatique. Bien lui en a pris. Parce qu'elle a, avec ce groupe, conjugué les intérêts pour créer l'organisation eurasiatique qui remet en chantier la route de la soie, qui va donc, comme le disait l'honorable tout à l'heure, déplacer l'axe économique mondial vers cette zone. Et donc, c'est de l'intérêt du président Poutine, de l'intérêt de la Chine, de l'intérêt de l'Inde, de l'intérêt des ex-républiques soviétiques, de s'inscrire dans cette logique-là. Et toutes les failles qui ont été décrites ici du régime américain offrent l'opportunité de l'autre côté d'aller de l'avant pour construire. Récemment, il y a eu cette réunion que la Chine a fait avec les partis politiques du monde entier. Ça répond à cette logique. Parce que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, contrairement aux autres, n'a pas de politique d'ingérence. Elle n'impose rien. Elle construit un partenariat gagnant-gagnant. Ce que font très rarement les Occidentaux. Sinon, on l'aurait vu avec le partenariat que nous avons eu depuis plus de 50 ans. Et quelle a été la vraie raison de la guerre en Syrie? C'est des intérêts économiques aux pipelines qui doivent traverser. Il y avait le choix entre l'Iran et d'autres zones. Comme le président Bachar n'a pas choisi ce que les Occidentaux voulaient, eh bien, on lui a imposé cette guerre. Donc, ce sont des intérêts économiques qui ont dicté la guerre en Syrie. Alors, comme la plupart des guerres d'ailleurs. Quand vous avez une guerre, c'est qu'il y a généralement de la richesse quelque part. Alors, face à cette remontée en puissance de la Russie, Guillaume, sur le plan diplomatique et militaire, aux États-Unis, les cartes peuvent être redéfinies autrement, jusqu'à faire partir l'administration Trump pour installer un homme qui maîtrise bien la politique interne et externe des États-Unis. Oui, il y a une observation particulière quand vous parlez des États-Unis et de la Russie à pouvoir observer. C'est que Poutine a été beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Toutes les stratégies étaient montées de très longue date pour voir comment est-ce qu'il pouvait jongler avec la situation au Moyen-Orient, en Europe occidentale et aux États-Unis même. Aux États-Unis, on l'accuse d'avoir justement infiltré le système électoral américain et d'avoir amené, comment on appelle, l'actuel homme fort de la Maison-Blanche aux affaires. Et ça, les problèmes, les soucis, ça continue pour Trump à l'interne. C'est là où il y a l'intelligence suprême, ou la nécessité de comprendre que ne peut gérer le monde ou les pays réellement que ceux qui comptent sur l'intelligence et non sur la réaction. Et très souvent, même les pays comme les États-Unis oublient ça par instant parce qu'ils n'écoutent pas les penseurs, les stratèges qui proposent des pistes de solutions parce qu'il y a plusieurs strates avant que ça arrive aux décideurs.
Mais la Russie, notamment quelqu'un comme Poutine, qui est vraiment outillé en renseignement, c'est un agent des renseignements dès le départ, ce qui fait que chaque matin, il doit se nourrir des renseignements, dire on en est où exactement, on projette quoi, comment on le fait, comment on atteint l'objectif. Mais lui, apparemment, il anticipe. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Poutine. La projection. C'est pas quelqu'un qui subit, mais il anticipe. Mais quand Poutine a pensé faire 4 mandats, il savait comment il allait faire. Quand il a pensé faire 4 mandats, il savait comment il allait faire. La Constitution ne permet pas de faire 3 mandats successifs, au moins 2 mandats tout simplement. Il crée Dimitri. Mais il le savait avant de le faire. Il le savait avant de le faire. C'est-à-dire la projection est sur 10, 15, 20 ans. Il n'y a pas d'improvisation. Si Poutine estime qu'effectivement il faut mettre main basse sur Proche et Moyen-Orient, l'espace de la péninsule arabique et tout ça, il faut d'abord commencer à déstabiliser les États-Unis d'Amérique. La gestion des Amériques. Et comment on fait? On doit l'infiltrer. L'URSS avait fait ça depuis très longtemps. Vous savez qu'il y a les espions qui naissaient aux États-Unis. C'est-à-dire un enfant né russe, enfin, il est soviétique, il naît aux États-Unis, il grandit aux États-Unis, c'est un Américain pur sucre, mais c'est un espion à la solde de l'URSS. Ils sont largement en avance, ces gens-là, sur ces plans-là. Bon, maintenant, sachant très bien que l'administration Clinton, elle a continué, hein, Clinton et puis Obama par la suite, tout ça, mais elle a continué. Et d'ailleurs, même avec les Bush, ce n'était pas évident. Il leur aurait fallu trouver quelqu'un de tout à fait faible et tout en affaiblissant d'un côté les Clinton, choisir quelqu'un qui soit manipulable, qui ne soit pas à même de comprendre comment fonctionne le monde. Et les choix étaient portés sur c'est Trump. Et par conséquent, Trump venant avec les ambitions internes très très étendues, avec l'option de faire des murs autour de lui, des agrégés, des conventions à rejeter, de sortir dans la plupart des conventions internationales. Donc il était pour l'Amérique. Il dit mais ça tombe bien, on cherche quelqu'un comme ça. Hein, occupez-vous de l'Amérique, nous on va s'occuper d'autre chose. Hein. L'extérieur, c'est pour la Russie. On s'occupe du monde. Oui, on s'occupe du monde. Parce que la Russie aujourd'hui, à l'interne, il y a énormément de difficultés, des tensions internes qui ne peuvent être résolues qu'avec l'auréole internationale. Les côtés Poutine puissant, son côté tsar, hein, au sens du tsar du terme, est plutôt dans l'ambition d'occuper l'espace qui est occupé par les États-Unis d'Amérique. Être la première puissance planétaire, notamment sur la partie asiatique, la grande Asie au fait, à partir de la Palestine, Israël, jusqu'au fin fond là-bas et tout ça, y compris la Corée du Nord. C'est ça ses ambitions. Et ça donne l'auréole à la grande Russie. Et partant de là, infiltrer, parce que le trotskisme après tout, l'entrisme est d'obédience et d'origine russe, infiltrer les systèmes américains qui est facile à infiltrer, il l'a fait à coût des millions de dollars et tout ça. Et les gens qui sont autour de Trump, qui sont totalement corrompus, et on le sait, ce sont les hommes d'argent. Et la Russie a cet argent-là pour le faire. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'elle gère quasiment le football au niveau de l'espace européen, notamment avec Chelsea en Angleterre, parce qu'elle a infiltré tous ces milieux-là. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, toute la Canebière, enfin l'espace sud de la France est occupé par la Russie en termes d'investissement massif dans l'immobilier. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils ont compris que les talons d'Achille des Occidentaux, enfin côté ouest, c'est l'argent. Et avec ça, ils peuvent manipuler les uns et les autres, tout ça. Bon, maintenant, quand ils s'occupent de l'argent, ils laissent la porte ouverte et du côté de la politique pure et de l'occupation du terrain, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et ça marche. Donc, diplomatie couplée avec l'intelligence, projection à long terme, en permanence, pas d'improvisation. Nous qui sommes les spécialistes de l'improvisation, nous devions prendre des leçons par rapport à ça. On va y arriver. Alors, Guillaume Mandiolo fait ici allusion à en fait, au conflit interne en Russie. Est-ce que Poutine, par gagnant de toute cette déstabilisation à l'interne, certains analystes estiment que c'est l'opposant qui est là, c'est lui qui les a, c'est lui qui l'a fabriqué, et que c'est une crise apparente. Est-ce que c'est votre regard? Il y a une anecdote au sujet de tout ce qui vient d'être dit. Au moment où Clinton est président, il reçoit le président Yeltsin, dont on sait qu'il avait des attaches à l'alcool, et le président Clinton se moque publiquement du président Yeltsin. Il a éclaté d'un fou rire
c'était pour humilier le président, pour humilier la Russie et pour humilier le président. Alors ça a été très, très mal vécu par des gens comme Poutine. Et donc, c'est pour comprendre tout ce qui s'est passé par la suite. Au moment où Poutine accède au pouvoir, il était un des plus européens. Sa politique, c'était de se rapprocher de l'Europe. Mais on lui a craché dessus. On lui a craché dessus. Si vous suivez son allocution à l'Union européenne, si vous suivez sa réaction au moment des attentats du 11 septembre, c'était de se rapprocher de l'Europe, donc d'éliminer tout ce qui... mais on lui a craché dessus. Lorsqu'il a fait l'anniversaire, lui s'est présenté dans toutes les manifestations commémoratives de la Deuxième Guerre mondiale, dont on sait que c'est la Russie qui a payé le plus lourd tribut avec 27 millions de morts. Mais lorsque lui a organisé les 70 ans en 2015, je crois que c'était les 70 ans, oui, eh bien, aucun dirigeant occidental n'est venu. Il n'y avait que la Chine et l'Inde. Ça a été très mal vécu. Et donc, quelque part, comprenant la perfidie de l'Occident, Poutine quitte les possibles alliés d'hier vers les alliés de demain, que sont aujourd'hui la Chine, l'Inde et les pays de l'Eurasie. Donc, comme l'a souligné Manjolou, M. Manjolou, tout ça est fait de manière planifiée, compréhensible, démontrable, avec une volonté de mettre les ressources, l'intelligence, l'argent, les moyens militaires, les moyens économiques et les moyens de l'espionnage. Ah voilà, on chute avec cette question justement. Et nous, dans tout ça, quelle approche devons-nous adopter pour ne pas disparaître ou nous adapter à ces changements qui s'opèrent très vite quand même sur le plan mondial, parce que ça a toujours des retombées sur le reste du monde. Je pense qu'il y a un élément majeur en ce qui nous concerne, c'est d'abord la place qu'occupe l'intelligence dans ce que nous faisons. Et malheureusement, en RDC, l'intelligence n'est pas mise en exergue ou n'est pas un outil de fonctionnement. Nous sommes dans l'esprit des obédiences, des facilités politiques, des appartenances des peuples de tel endroit, ethnie entre parenthèses, qui est une appellation plutôt rétrograde, mais ce sont plutôt les peuples du Kasaï, les peuples de tel endroit et tout ça. On n'a pas compris comment fonctionne le monde. Ça se structure sur base des laboratoires d'intelligence avec ces départements qui s'appellent les plans aujourd'hui, qui devaient être les commissariats généraux du plan, où on planifie l'essentiel avec des options à lever. 1, 2, 3, 4 options dans tel domaine. Les partenaires avec lesquels on peut être dans tel domaine, par rapport aux intérêts de la République. On dit voilà, dans tel domaine, technologique par exemple, on sera avec la Corée du Sud, on sera avec la Russie, on sera avec tel pays, tout ça. Au cas où ça marche avec celui-ci, on y va, mais on sera avec lui sur tel terme. Tel terme, pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des brevets locaux, de transformer sur le territoire. En matière militaire, au jour d'aujourd'hui, sincèrement, en matière militaire, il me semble quand même que la Russie est la mieux outillée pour nous apporter quelque chose sans esprit d'hégémonie, avec une contrepartie tout à fait utile, qu'on soit en mesure à la fois de produire l'acier sur place, tout le matériau nécessaire sur place, de transformer sur place, de faire nos armes sur place, y compris les outils militaires sophistiqués comme dans le secteur de l'aviation. On peut le faire au départ de la RDC, mais c'est ce type de partenariat. Mais malheureusement, il faut une construction nationale très organisée, très pointue, de sorte à ce qu'on puisse y accéder. Mais si on reste dans la réaction par rapport à ce que le monde décide, alors on y va tantôt à gauche, tantôt à droite, sans grande conviction parce que ce n'est pas construit. Hein. La diplomatie qui est la nôtre aujourd'hui doit être à la fois la diplomatie économique, technologique, politique, sécuritaire. Et ça doit être le fer de lance aux côtés du chef de l'État pour dire dans quelle direction on doit aller. Et derrière ça, on doit avoir un commissariat général du plan qui nous organise des réflexions. L'intelligence congolaise est disponible, mais il faut mettre les moyens tout simplement. On est très frileux à donner de l'argent à ceux qui pensent et qui produisent. On est plus facile à donner de l'argent à ceux qui font du folklore. C'est la spécialité congolaise en fait. Regardez combien d'argent on met dans le folklore, et regardez combien on met dans l'intelligence. Aujourd'hui, je peux vous mettre au défi de me citer un intellectuel congolais dans un domaine ou dans un autre sur lesquels l'État congolais a mis les moyens. Aucun.
Mais si je vous cite les artistes musiciens, ceux qui sont dans les footballs, dans d'autres sports et tout ça, qui bénéficient assez facilement des millions de dollars des possibilités de l'État, c'est effarant. Mais les domaines de l'intelligence, c'est les domaines pauvres. Mais il n'y a que l'intelligence qui nous permette de pouvoir exister en tant qu'État, de projeter vers le futur, d'organiser notre structure et de lui donner une valeur ajoutée. Ce n'est ni les sports, c'est très bien, c'est accessoire, c'est folklorique, c'est les cirques. Mais les jeux de cirque n'ont pas fait Rome. Rome a été fait par les Cicérons et les autres, les grands mathématiciens, pas par les jeux de cirque, malheureusement. C'est extrêmement important, vous l'avez suivi, l'intelligentsia est négligée. Oui, il est vrai que le chef de l'État veut imprimer une autre vision à notre diplomatie, orientée vers, justement, le développement, la coopération au développement, quitter ces diplomaties des simples représentations. Alors, professeur Kindundu, l'intelligentsia à ce niveau-là, lui, il propose votre réaction. L'intelligentsia est négligée. On dit qu'il n'y a pas de moyens, mais il y en a pour d'autres, pour les activités blableuses. Voilà. Qu'est-ce que nous devons faire? Faudra-t-il attendre seulement que l'État fasse un geste ou il faut s'organiser de manière informelle? Si l'objectif, c'est l'émergence, l'autosuffisance alimentaire, le transport en commun régulier, l'accès aux soins de santé, une agriculture développée, enfin, l'émergence. Il faut des ressources. Il faut une intelligence qui se construit. Si nous n'en avons pas localement, il faut le prendre à l'extérieur. Et c'est là qu'intervient le partenariat. C'est à nous à définir ce que nous voulons de nos partenaires. Lorsque la plupart des organismes qu'on voit s'exprimer par ici, par là, droits de l'homme, tout ce que vous voulez, quelque part, ils sont soutenus, soit par des chancelleries, soit par certains pays. C'est de l'argent qu'on met pour placer au grand jour ces revendications. Et donc, je rejoins M. Manjolo lorsqu'il dit que l'État devrait financer l'intelligence, financer les idées qui permettent au pays de profiter de ses fils d'abord, mais également de ce qu'il peut prendre à l'extérieur. La Russie, de ce point de vue, est un partenaire fiable. Il a démontré avec Bachar el-Assad, qu'on a cité ici, il a démontré partout où la Russie a été, en Guinée. La Guinée aujourd'hui bénéficie de ce partenariat fiable qui n'impose rien, qui n'est pas hégémoniste. La diplomatie russe n'est pas hégémoniste. Elle ne s'inscrit pas dans l'interventionnisme à l'intérieur, dans les affaires intérieures des États. Donc, c'est à nous, pour rejoindre M. Manjolo, à définir ce que nous voulons. Nous, en tant qu'intellectuels, qui identifions dans la sphère nationale les besoins qui permettent l'émergence, nous le portons à la connaissance du décideur. Mais on dit bien décideur, c'est au décideur de choisir d'utiliser cette intelligence ou de la négliger. J'espère que cette émission contribue à la sensibilisation du décideur pour qu'elle mette les moyens afin que ceux qui ont la possibilité d'offrir les opportunités, d'offrir l'intelligence, qu'elle soit mise au service du commun, au service de la nation, au service de ceux qui ont les leviers du pouvoir. Vous vouliez ajouter quelque chose? Juste un mot, si vous permettez, très rapide. Nous avons vocation à être un pays phare. Dans la terminologie d'Huntington, nous devons être un pays phare de la région et de l'Afrique. Et partant, il y a l'investissement total dans l'intelligence. Il y a un terme que nous devons maintenant incorporer dans nos discussions avec l'autre. Ce terme, c'est quoi? C'est les transferts de technologies. Qu'on puisse considérer qu'effectivement, il n'y a coopération avec quelques pays que ce soit du monde que sur le fondement du transfert des technologies. Si ce n'est pas ça, tout ce qui est aumône, donation et tout ça pour des raisons ou d'autres, je pense qu'on peut faire table rase de ça, mettre ça de côté, nous devrions au plan interne pour trouver la solution. Mais en ce qui concerne la coopération directe,
les fondamentales doivent être les transferts des technologies. Vous voulez nous aider? Transfère votre technologie parce que nous avons l'essentiel en termes de moyens humains, en termes de matières premières. La Chine a expérimenté ça. Mais oui, on peut les transformer sur place. La Chine a expérimenté au jour d'aujourd'hui. Elle a eu peut-être l'option dans les années 60 et 70 d'envoyer un paquet de gens à l'extérieur pour aller apprendre, qui ont ramené la science. Nous, on a diffusé de pouvoir les réintégrer dans les systèmes parce que simplement, ils sont très mal payés. J'en fais partie, je peux vous le dire. Mais simplement, si on doit réconsidérer les choses, d'État à État, partenariat sur les fondements simples d'échange des technologies ou des compétences. Ça serait une très bonne chose, on passerait à autre chose. Arrêtons d'aller quémander pour consolider notre budget national avec quelques aumônes à hauteur de 500 millions, 200 millions. Ça nous amoindrit et on n'avancera jamais. On tiendra dans cette position-là. Ça fait 60 ans quasiment on fait ça. Ça n'a pas changé de choses. Et si on peut, en fait, modifier des disques, renverser les vapeurs, passer à l'essentiel. Parce qu'on a appris que les plans Marshall apportaient spécifiquement sur l'échange des compétences et la donation de la technologie américaine vers l'Europe. La puissance aujourd'hui et du Japon, et de la Corée du Sud, et de la Malaisie, et de l'Indonésie, et de la Chine est basée sur les transferts de technologies et pas les transferts d'argent et des sacs de riz et de maïs. Ce n'est pas ça du tout. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on refuse de participer à la communauté humaine intelligente. Merci Guillaume, merci professeur Kindoundou. Je crois que dans les jours qui viennent, on pourrait explorer justement ce que nous propose la Russie, qui tient beaucoup à notre indépendance économique. Au-delà des sanctions, oui, le pays de Poutine est en train de s'en sortir de manière spectaculaire et il est à la recherche de nouveaux partenaires sur le continent africain. Et parmi ces nouveaux partenaires, la RDC, avec ses opportunités énormes, ses potentialités énormes, la délégation de Gazprom Bank était passée par ici avec 3 propositions dans les banques, les hydrocarbures et les bides. Et voilà, on pourra en parler avec beaucoup de précision. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.